Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bon réveil, bienvenue à ce numéro d'émission de Info Hebdo de ce 6 avril 2025 pour lequel j'ai convié en plateau Médéric François Gongo. Il est analyste chroniqueur politique. Il sera face à un autre analyste chroniqueur politique qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE TV, Jules Léandre Kitty. Avec eux, chers amis internautes, on essaiera de décrypter, de commenter les différents sujets qui ont animé l'actualité politique nationale tout au long de cette semaine qui s'achève, notamment les visites de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, au centre hospitalier international de Calavi, le CHIC. On parlera également de sa visite au niveau des 20 000 logements de Wedo. On parlera également de sa visite au niveau du marché de Gros. On parlera également cette semaine, bien évidemment, de cette sortie médiatique de Candide Armand-Marie Azanaï, ex-ministre délégué de la Défense du président Patrice Talon, lesquelles déclarations font couler beaucoup d'encre et de salive. Et bien évidemment, ce jour, on effectuera quelques commentaires en ce jour 6 avril où des Béninois s'interrogent de savoir quel sera le thème de campagne des différents candidats pour 2026. Tendons-nous vers une épreuve de popularité entre Patrice Talon et Boni Yayi? Est-ce que véritablement les Béninois auront droit à de véritables projets de société pour jauger véritablement celui qu'ils éliront pour 2026? On en parlera avec les chroniqueurs avant de les retrouver pour le décryptage, chers amis internautes. La rengaine, vous la connaissez si bien. Je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vous vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Jules Léandre Kitty, bonjour. Bonjour Kader et bonjour à tous et heureux de vous retrouver votre plateau qui va en s'améliorant également, c'est bien, merci à votre promoteur, mon cher ami Clément Adéchian, et très heureux que tu m'offres l'opportunité de revoir mon grand frère et ami Médéric François Gongo, dont les passions intellectuelles ont commencé par manquer. Heureusement, je ne sais de quel trou tu es allé le tirer et le tracter vers ici. Et donc, ça va être une belle partie de choc des idées. Merci à vous pour cette belle introduction, Médéric François Gongo. Merci pour l'honneur, si on peut le dire ainsi. Le plaisir est à moi. Merci d'être à nos côtés ce samedi matin. Alors, Jules Léandre Kitty, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui va visiter des actions, des œuvres qui ont été réalisées sous Patrice Talon. Qu'est-ce que cela inspire? C'est d'abord l'expression du droit d'un citoyen, fut-il un ancien président de la République, donc Nicéphore Soglo en l'occurrence, d'aller visiter des réalisations de l'État béninois. Vous voyez, Patrice Talon, c'est un serviteur de l'État qui est le leader qui signale l'avenir. J'ai coutume de vous répéter par ici et ailleurs
que le rôle du leader, c'est servir, ça se réduit au mot servir. Et le S qui est au début, c'est signaler l'avenir. Donc, signaler l'avenir à travers la vision, signaler l'avenir à travers des réalisations pour que les gens comprennent que c'est possible de faire de grandes choses. Et effectivement, il y a de grandes choses qui se font dans la République depuis 2016, encore plus alors que nous sommes en quelques encablures de la fin du règne de ce président. Il nous montre que être au service de la nation, ce n'est pas faire des calculs de fin de règne pour dire tout compte fait, j'ai plus rien à faire, je vais partir bientôt, il faut que je laisse tomber tout, ou que je fasse montre de cette fébrilité qui a souvent caractérisé les chefs d'État en fin de règne dans notre pays. Mais je pense qu'il y a de grandes choses qui se font, et surtout de grandes choses qui touchent la vie des communautés à la base. Nicéphore Dieudonné Soglo, qu'est-ce qui lui reste? C'est de s'assurer que tout ce dont il a rêvé pour le Bénin, lorsqu'on le désignait en 1990 comme Premier ministre ou sorti de la conférence nationale, et bien que tout cela continue à se faire, il a gagné sa ou ses batailles à lui. Nous avions la guerre à gagner. Il y a après lui Mathieu Kérékou qui est revenu. Donc, pour gagner d'autres batailles dans l'ère du renouveau démocratique, Boni Yahi est venu à faire ce qu'il pouvait avec ses hauts et ses bas. Mais nous avons quelqu'un qui vient dans la période transitoire qui s'impose à nous, c'est-à-dire qu'on abordait déjà la trentaine d'années, 3 décennies après la conférence nationale, où les enjeux ne sont plus forcément les mêmes, même si on doit garder le socle démocratique. Il faut aller vraiment vers le développement durable. Donc, Patrice Talon joue bien son rôle avec son gouvernement en réalisant des choses très grandioses. Par exemple, pour faire concret, ce que Boni Yahi, Nicéphore Soglo est allé visiter, c'est quand même logement pour des citoyens béninois, une France de la population qui va avoir des logements décents, c'est important. L'hôpital de référence où nous n'avions pas, même si ce n'est pas la fin du monde, même s'il y a des hôpitaux dans le monde qui sont mieux que ça en termes de plateau technique et tout. Au Bénin, c'est pour la première fois que nous avons un hôpital de ce standing avec cet équipement, à ce niveau d'équipement. Et dans la sous-région, on cherchera beaucoup avant de trouver quelque chose du genre. Ça veut dire que c'était possible de le faire. Que Nicéphore Soglo voit célébrer ça, c'est simplement de l'honnêteté intellectuelle, c'est du rôle d'un patriarche qui sait reconnaître ce qui va très bien. Surtout que quand il a envie de dire qu'il y a du moins bien ou de critiquer, personne ne l'empêche de le faire non plus. Ça veut dire simplement que il faut savoir reconnaître, faire la part des choses, reconnaître ce qui va très bien dans la République, souhaiter que ça continue, cette dynamique-là, et puis se donner la liberté également à son âge de pouvoir dire... ce qu'il a eu à dire sur Radio France Inter, pour le dire ici. Écoutez, c'est à lui de savoir, de choisir ses sujets. Donc moi, je dis, c'est un citoyen pas comme les autres, mais qui apprécie ses biens. Donc c'est une caution morale à ce qui se fait de très grand et dont on se délecte nous tous et dont je me réjouis aussi. Médéric François Bongo, Julien qui à l'instant parlait d'honnêteté. Oui, nous avons l'homme, le président de Nicéphore Soglo, nous avons l'acteur politique. L'acteur politique reste droit dans ses bottes par rapport à ses idées. Il met l'accent sur les manquements et les errements du système politique de la rupture. Il y va avec un peu plus de poigne, de verve et même de nervosité lorsqu'il évoque particulièrement le cas de son fils bien-aimé, Léa Livy Nayon Soglo. On l'a entendu il y a cela quelques semaines sur RFI, mais lorsque nous voyons l'homme, simplement l'homme, tout comme tous les Béninois qui, au-delà de ce qu'ils peuvent trouver à reprocher au chef de l'État, le président de la République, Patrice Talon, au-delà de ce qu'ils pensent qu'il a bousculé les habitudes préétablies, au-delà de ce qu'il pense qu'il a été dans l'essai, qu'il a couru même le risque de se rendre impopulaire, la plupart des Béninois convergent pour reconnaître que le pays a subi
une métamorphose ces dernières années, non pas sans sacrifice, non pas sans quelques bribes de mise en veilleuse des principes et des règles démocratiques, mais avec de l'ardeur, avec du courage, avec de la persévérance et surtout avec de goût, il faut le dire, parce que aujourd'hui, le Bénin a connu un bond significatif au niveau des réalisations des infrastructures, au niveau des réformes économiques, au niveau des actions sociales, parce que nous avons beaucoup de choses qui se font au niveau de la dématérialisation. Et là, nous parlons pas en tant que citoyen ordinaire, mais en tant qu'observateur averti de la situation de politique sociale et économique de ce pays depuis plusieurs dizaines d'années. Pour dire, ensemble avec le président Dieudonné Nicéphore Soglo, qu'à des moments donnés, il faut faire le distinguo entre le combat politique qu'on mène, qui doit rester au niveau des idées et des principes, et l'obligation morale et physique que l'on a pour reconnaître à César ce qui est à César. Et dans ce cas de figure, je pense que nous qui avions connu un peu des difficultés, notamment au niveau du CNHU, je sais de quoi je parle, nous avions perdu des aides qui nous sont très très chères parce qu'il n'y avait pas d'équilibre, parce que les possibilités d'évacuation sanitaire n'étaient pas au rendez-vous. Il y a la lenteur, il y a les montants exorbitants, il y a la mafia autour. Nous pouvons aujourd'hui dire que nous avons un hôpital de référence. C'est vrai, les coûts ne seraient pas à la portée de tout le monde, mais c'est aussi vrai que déjà c'est un bon considérable, et nous devons mettre ça non seulement à l'actif du gouvernement actuel, mais à l'actif de l'ensemble du peuple béninois, parce que ne l'oublions pas, les impôts ont grimpé, les taxes ont grimpé, l'huile coûte ce que ça coûte aujourd'hui. Bref, on a fait des omelettes bien juteuses, comme j'ai l'habitude de le dire, mais on a été obligé de casser beaucoup d'œufs et d'y aller avec l'huile d'olive. Merci à vous, Médéric François Gogo, pour ce commentaire. Très rapidement, avant de conclure ce sujet-là, on a vu cette semaine également, lorsque le président Nicéphore Dieudonné Soglo effectuait ses différentes visites, le marché de gros de Dantokpa, on nous a rappelé que déjà à partir du 31 décembre prochain, Dantokpa ne va plus exister, c'est le marché de gros qui sera véritablement fonctionnel. On a vu les partisans du chef de l'État relayer abondamment ces visites de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. On a comme l'impression que c'est pour donner peut-être invite ou leçon à quelqu'un, je ne vais peut-être pas évoquer un nom, mais est-ce que dans le même temps, on ne doit pas peut-être écouter ou réécouter ce qu'a dit l'ancien président de la République sur Radio France Inter? Oui, mais j'ai pas envie de dire que c'est vous qui avez ce problème. Moi, je ne l'ai pas. Et tous ceux qui voient les choses, perçoivent les choses, les regardent avec circonspection, n'ont pas ce problème. Ben, il vient de vous dire que la vie, c'est aussi un théâtre. C'est-à-dire que face à chaque situation, il faut savoir quel est le manteau de quel personnage vous utilisez. Mais j'ai parlé, moi, du citoyen Nicéphore Soglo. Il vous a dit de l'homme qui, de par son parcours, sa formation, c'est un homme de développement. Les questions de développement, même si Nicéphore Soglo tente de s'amuser avec, il va se surprendre en train d'être honnête. Parce que c'est quand même le monsieur à qui on a confié les destinées de ce pays. Lorsque nous étions dans le chaos au sorti de la conférence, tout le monde disait, mais c'est lui l'homme de la situation. C'était le monsieur qui pouvait comprendre le langage des institutions de Bretton Woods. C'était lui qui pouvait être au gouvernail des opérations pour faire face aux difficiles programmes d'ajustement structurel. C'était pas facile. C'était lui qui était au pouvoir lorsqu'on a vécu la pilule de la dévaluation. Et c'est lui qui pouvait trouver le langage d'en parler à un peuple en détresse. C'est lui qui, quand il parlait de comment il fallait remettre le pays sur les rails en mettant fin à un certain nombre de gabégies, quelqu'un comme ça, de cette essence, vous ne le voyez pas après voir qu'on a fait le chic et dire que c'est mauvais. Lorsqu'on prend le CNHU, qui est jusque-là, jusqu'avant l'avènement du chic, notre hôpital de référence, est-ce que vous savez que ça commence par tomber dans le langage de la rue des citoyens lambda que le CNHU, c'est un mouroir?
Moi, je ne pense pas forcément de ça, de CNHU, parce que ce serait une manière de remettre en cause les compétences des professionnels de la santé qui travaillent là. Mais je suis un homme du peuple. Je m'informe. Je constate que le citoyen lambda commence par dire, quand tu amènes ton parent là-bas, là, c'est que ses chances de mourir augmentent, non pas parce qu'il souffre forcément d'une pathologie incurable, mais parce qu'il a l'impression que quelqu'un va le négliger parce qu'il n'a pas sorti beaucoup d'argent. Il pense que malgré la volonté du professionnel de la santé pour le soigner, il n'y aura pas les éléments qu'il faut pour le faire. Moi, j'ai été amené des parents là-bas. Vous comprenez? Oui. Moi, j'ai été en 2004, en 2004, pas le procès du CNHU, comprenez-moi très bien. Oui, en 2004. C'est-à-dire, en 2004, j'ai perdu un grand frère, même pas même mec, c'était plus qu'un frère à lui, ils sont très, très liés. Et il y a eu un effort pour s'occuper de lui. Mais il est arrivé des moments où j'ai dû taper du poing sur la table pour dire, mais c'est mauvais ce qui se passe là. Au point où on m'a dit, une fois, on allait pouvoir, que ça va, on va le libérer et tout, alors que je voyais mon grand frère mourir. Et j'ai dit, c'est pas possible. Si c'est que vous voulez prendre là pour quelqu'un d'autre, qu'il mourra à dos. On a dû accepter qu'il soit là. Mais c'est parce que moi, je suis Jules Léandre Kitty. Combien de Béninois pouvaient le faire? Aujourd'hui, ceux qui étaient évacués pour les moindres opérations qui pouvaient se faire ici, si régime après régime, on avait planifié le développement du secteur de la santé correctement, aujourd'hui, un minimum va pouvoir se faire ici. Vous savez, avant, il fallait voyager, le billet d'avion, le séjour là-bas, et le malade ne pouvait pas aller seul. Il faut un parent autour. Et lorsque l'État doit faire des formalités, parfois des gens avaient de l'argent, mais les formalités seulement retardaient et on perdait des parents. Donc, que Nicéphore Soglo aille voir ça, c'est vous qui voyez qu'on veut donner des leçons à quelqu'un, on veut faire une invite à quelqu'un à aller faire la même chose. Non, Nicéphore Soglo. J'ai juste posé une question. Non, Nicéphore Soglo, je suis bien votre regard. Non, mais c'est pas un débat politicien que d'aller voir qu'au niveau du chic là. De reconnaître ce qui c'est bien. Ce n'est pas un débat politicien que d'aller voir que les... C'est pas un débat politicien d'éviter certains à reconnaître ce qui est fait de bien? Non, si vous invitez un politicien et vous l'invitez escalité à apprécier ce qui se fait de bien, il vous dira c'est son droit également d'estimer. Vous voyez déjà, par exemple, on dit les infrastructures sont bien faites, c'est très joli. Aujourd'hui, à Gla, on ne fait plus 3 mois sans circuler sur certaines rues. On n'a jamais cru que pendant qu'on déboursait 1 milliard par an pour dire qu'on veut lutter contre l'inondation dans Cotonou, un président comme Patrice Talon est venu, il a dit non mais souffrez 2 ans, 3 ans, moi j'irai chercher où se trouve l'expertise dans le monde entier, et puis Cotonou ça va se régler, vous allez à votre trou, vous méconnaissez les rues. Mais quand on demande à quelqu'un qui a opposé politiquement à Patrice Talon de venir dire que c'est bien, lui il a tout le mal du monde à célébrer ça, parce que ses militants à lui, quand il le dit en espace public, après, il ne sait pas comment il revient les voir pour dire il faut enlever le système Talon. Et donc, quand lui, il s'en... Quand lui, on lui demande de réagir à ça, tu sais ce qu'il fait? Oui. À défaut de mentir ou de dire que il ferme les yeux, il ne voit pas ce qui est bien fait, il saute de pieds joints, il dit est-ce que vous avez regardé le coup? Ça, c'est le comportement du politicien. Donc, lui, il cherche... Maintenant, si Boni Yahi... C'est vous qui évoquez son nom, maintenant. C'est pas grave. Moi, je suis pas très âgé, mais je n'ai plus non plus l'âge où j'ai peur de tout dire. Exactement. Et quand Boni Yahi va décider d'y aller, par exemple, c'est à lui de savoir s'il part avec le manteau d'ancien président de citoyen, comme Nicéphore Soglo, ou s'il part en tant que président les démocrates, et le langage ne sera pas le même. Médéric François, on voit à l'instant, on a vu Julien Kitty parler du chic, parler également des logements sociaux. Moi, ma question, c'est par rapport au marché de gros. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous savez, il y en a qui disent avec raison que lorsqu'un président de la République réalise, lorsqu'il construit des routes, lorsqu'il fait des marchés modernes, lorsqu'il construit des centres de santé de référence, que c'est son travail. Et ils le disent à juste titre. Mais lorsqu'on a la possibilité d'avoir 2 tableaux de comparaison, on a le tableau de Boni Yahi et on a le tableau de Dieudonné Nicéphore Soglo. Et lorsque l'on table sur le temps, l'on doit également tabler sur la qualité des travaux, sur le délai d'exécution, sur
le coût. Et très facilement, lorsque les politiciens se permettent de faire le débat sur le coût, ils oublient de revisiter un passé récent pour rétablir la vérité. Comparer par exemple les travaux de l'échangeur de Godomain au carrefour Paou, où on n'a pas les pistes cyclables, où on n'a pas les carrefours giratoires, où les lampadaires s'éteignent avec des cas d'accident. Je suis à Cococodi, je sais de quoi je parle. Si on compare ces travaux avec les travaux qui sont réalisés aujourd'hui, on peut bien dire qu'il y avait un peu de largesse, un peu de laisser-aller De majoration? auparavant. Surtout que le chantier dont je parle était un projet financé par la Banque mondiale et selon mes investigations, j'ai été voir le CA de Godomain un temps, je lui ai demandé ce qu'il advenait des passages à niveau et des pistes cyclables. Il m'a dit de ne pas m'intéresser à ça. Tant que c'est la Banque mondiale et qu'on a eu 3 ou 4 avenants, je demande que ceux qui ont construit ce tronçon soient interpellés pour justifier. Pas pour dire qu'aujourd'hui, tout va bien. Tout irait mieux lorsque les taxes, les impôts, les sous du contribuable que l'on mobilise pour injecter et que l'on les jette dans ces réalisations, si il y a un retour d'investissement qui se ressente au niveau du Béninois lambda. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, et là j'invite tout le monde à faire un peu le constat, c'est que plus de 80% des sociétés qui travaillent sont de droit étranger. C'est tellement parce qu'on veut de l'expertise. Mais l'expertise, on ne l'acquiert pas en un jour. Ce n'est pas l'expérience. Mais nous avons les nôtres qui ont des difficultés et qui font maintenant de la sous-traitance. Ce qui crée un problème par rapport, j'allais dire, à la perception que la population a des investissements qui se font parce que ça ne tombe pas au sein de la population. Et c'est là où nous avons de la raréfaction de la monnaie. Donc pour dire par rapport au marché de par gros, rapport au marché de gros, merci. moi je ne veux pas mettre le marché de gros à part, je ne veux pas mettre les travaux qui mènent vers Gongo Kodji, à Djegbadji, à part, et qui sont d'une modernité extraordinaire. Je ne veux pas mettre le pont de Women, le nouveau pont que j'ai eu le plaisir de visiter lorsque les gens parlent de 95 milliards. Moi, je pensais que ça allait coûter au moins 20, 30 milliards, mais on me dit que c'est 15 milliards. Je me dis qu'il y a eu rationalisation des dépenses. Tout ceci pour vous dire qu'à des moments donnés, nous, objecteurs de conscience, nous, journalistes, nous, observateurs avertis, nous devons éviter de tomber dans le jeu des acteurs politiques qui ont d'autres prismes, qui ont d'autres critères d'appréciation et qui ont toujours les yeux rivés sur le pouvoir. Le pouvoir, pas pour servir le peuple, comme on l'a constaté dans un passé récent, et comme on le constate à plusieurs niveaux aujourd'hui, c'est tellement que après 2026, on constatera aussi beaucoup de choses, si tel n'est pas encore le cas, parce que lorsque, je l'ai dit ici la fois dernière, lorsque le DCF de la présidence de la République se retrouvait trempé et dans une affaire, le haut lieu de lutte contre la corruption se retrouvait trempé dans une affaire, se retrouve devant la criette, lorsque les SE à volonté se retrouvent, j'allais dire, dans des affaires pas très claires et que l'on les révoque jusqu'au niveau de la capitale administrative et la capitale du Bénin, Porto-Novo. Et pourtant, cette réforme était une réforme des meilleures qu'on avait applaudi. Donc, je me dis, dire la vérité aujourd'hui peut te coûter des jugements pas de valeur, mais des jugements de préférence. Facilement, on dira Ekolo Doudoué. Facilement, il est ceci. Mais ce sont les petits esprits qui raisonnent comme ça, parce que nous aurons l'occasion de revenir dans ce débat, j'espère bien sur certains sujets qui dénotent à merveille que tout n'a pas été bon et que tout n'est pas bon. Même si à l'évidence, aujourd'hui, il n'y a pas d'année blanche. On était obligé de mettre en veilleuse les grèves ou le droit de grève. Même si à ce niveau, on pouvait édulcorer et permettre aux travailleurs de gréver, mais de savoir ne pas exagérer. Même si, à l'évidence, aujourd'hui, on voit que ce qui
se passe au niveau de la mobilisation des ressources, bien que saluées, bien que nous permettant d'avoir des notes de valeur au niveau des institutions de notation, fondamentalement, n'impacte pas le panier de la ménagère. Il y a beaucoup de choses à faire et nous devons servir d'interface. Mais vous n'avez pas répondu aux enjeux du marché de gros. Non, le marché de gros, moi j'ai bien dit, nous mettons ça dans un ensemble. Et je suppose que cela ne doit pas nous amener à aller vers la délocalisation de Dantokpa, si c'est ce que vous voulez que je dise. Ça, bien évidemment. Parce que non, évidemment, le marché Dantokpa, moi, ma maman était à l'OTV. Ma maman vendait au marché Dantokpa. Ma belle-grand-mère vendait au marché Dantokpa. Ma belle-mère a vendu au marché d'Antokpa. Le marché d'Antokpa est la marque de fabrique du commerce sous-régional. Je dirais même continental. Il y a des bonnes dames qui viennent de l'Afrique centrale pour venir acheter. Le marché d'Antokpa, longtemps durant, a focalisé beaucoup d'attention. Le marché d'Antokpa est comme un mythe, c'est comme l'identité de Cotonou. C'est vrai, tout gouvernement à son agenda, à son chronogramme, à ses préférences et à la possibilité de poser des actes à des moments donnés. Mais il faut poser des actes qui ne souffrent pas dans un futur proche de reproches rapides. Parce qu'on l'a vu, par exemple, aux États-Unis. Lorsque Trump est arrivé, il a remis tout à plat. Mais lorsque Biden aussi était arrivé le même jour, avec 14 décrets signés, il a remis tout ce que Trump avait fait à plat. Nous n'avons pas les possibilités si importantes, nous n'avons pas les ressources importantes pour faire ce qu'eux ils font. Chaque acte que nous devons poser, au-delà d'aller vers l'unanimisme, au moins il faut aller vers un léger consensus autour. Merci à vous, Médéric François Gongo, pour cette belle conclusion qui nous permet de progresser dans ce débat. Je vais retrouver vous, Julien Kitty. Vous avez suivi les interviews du président du parti Restaurer l'Espoir, ex-ministre délégué auprès du chef de l'État Patrice Talon, chargé de la défense nationale, candidat Armand-Marie Azanaï. Il a eu à faire plusieurs déclarations, mais sa verve, comment vous la qualifiez déjà? Non, c'est pas le plus important. Maintenant, si vous voulez que je vous en parle, quand je regarde, je ne m'intéresse pas à la personne de candidat Azanaï. Mais son discours. Mais je m'intéresse au personnage et à sa personnalité politique. Parce que personne, personnage et personnalité, ça fait trois choses liées, mais qui ont des nuances. Alors, en tant que contributeur à l'alimentation du discours politique, d'accord? En tant que contributeur au débat politique, je pense que M. Azanaï, il est important. Je dis contributeur. Ça ne suffit pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Sur la scène politique, on n'a pas besoin que des gens qui sont dans le style vous et là. C'est-à-dire ceux qu'on voit haranguer la foule, participer à des élections, occuper des postes à tout moment ou être focus sur la conquête et l'exercice du pouvoir, comme on nous a fait réciter dans les cours de sciences politiques. Il y a aussi ceux qui produisent de la réflexion. Les réflexions, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez les dynamiter, mais leurs réflexions ont l'intérêt de poser, de créer des débats, d'y contribuer. Il y a beaucoup d'acteurs politiques qui font pas ça. Mais après, quand je finis d'apprécier la contribution, de dire le monsieur il s'exprime avec beaucoup de conviction, moi il m'arrive à temps partiel d'enseigner la prise de parole en public, la rhétorique, l'art de convaincre. Pour quelqu'un comme ça, je dis il a quelque chose. Mais au-delà de ça, quand je rentre dans le fond, moi, je le regarde, même avec sa verve, je regarde ça avec la tête sur les épaules. Je dis, mais de quoi il parle? Et je dis, pourquoi il en parle maintenant? Je le vois... De quoi il parle et pourquoi il en parle maintenant? Maintenant, je le vois à cheval entre quelqu'un qui préfère, peut-être à l'aide du numérique, au lieu d'écrire ses mémoires, d'accord, préfère les diluer, les dire, et avoir des capsules sur les médias sociaux. Parce que... Au lieu de les écrire, il faut les dire. Parce que quand je le vois, donc je parle de quelqu'un qui a envie de dire de cette façon ses mémoires, je vois en même temps quelqu'un qui, dépassé par
les enjeux électoraux. C'est-à-dire qu'Azanaï ne se sent plus dans l'ère du compétiteur électoral, qui a une machine politique qui peut encore lui permettre de participer à des élections et de gagner, de créer des coalitions. Avant, vous voyez, vous l'avez vu sous Nicéphore Soglo, et c'était le monsieur à fabriquer les logiciels et les virus et antivirus électoraux. C'était lui, le monsieur. Donc, aujourd'hui, est-ce que si Gandhi Azanaï dit « je participe à une élection », là, quelle est sa machine politique? Le contexte ne lui est pas favorable pour être dans ça. Donc, il se reconvertit dans un autre job politique, à caractère toujours politique, qui est de se positionner comme celui qui est le philosophe politique. C'est le gars qui produit de la réflexion et qui montre qu'il comprend ce que les autres font, et il comprend même, il fait même de la prophétie politique. Il est celui qui dit ce qui va se passer. Alors, de ce point de vue, je vois enfin, et c'est sur le 3e palier là, qu'il y a un peu d'ambiguïté, oui, où je n'arrive pas à le lire. Est-ce que, au niveau de l'engagement politique, du positionnement par rapport aux enjeux politiques, est-ce qu'il a pour objectif de dynamiter le système Patrice Talon qu'il a contribué à instaurer, dont il se vante en tant que dépositaire au départ? Est-ce que son objectif, c'est de le dynamiter parce qu'il pense que c'est totalement mauvais aujourd'hui? Est-ce que son objectif, c'est d'être un partisan de Patrice Talon qui ne dit pas son nom pour que il dynamite le système de l'opposition ou ce qui en fait office? Ou est-ce que c'est de dire, puisque moi, les enjeux électoraux m'échappent, je distribue des coups politiques à tout moment et tout le monde constate que sans moi, la machine ne peut pas prendre et qu'on redistribue les cartes. Sur ces 3 paliers, je pense que, une fois encore, au-delà de la contribution qu'il fait à la littérature politique, moi, je suis de ceux qui pensent que, et j'ai commis beaucoup de chroniques là-dessus, que le discours politique est en plein assassinat, il faut le sauver. Donc, toute personne qui prend la parole pour faire dans le discours politique pour le sauver, je l'écoute. Mais après, je trouve que sur le premier palier, ça peut intéresser des étudiants en sciences politiques pour dire est-ce que... Parce que quand il parle, parfois il fait l'écrit également. Moi, je lis ça jusqu'au bout. Ça peut intéresser les gens pour réfléchir. Sur le second palier, les questions, les enjeux électoraux, je dis, il est un animal politique agonisant. Il dit, les enjeux électoraux, je ne serai plus dedans. La preuve, il dit, en 2026, il n'y aura pas élection. Il dit, en 2026, il n'y aura pas élection. Il faut l'interroger pour dire, ce que vous dites là, monsieur Azanaï, n'est pas sérieux par rapport à quelqu'un qui veut concrètement contribuer à améliorer quelque chose. 2026, il y aura élection. Maintenant, les conditions pour aller aux élections, s'il pense qu'il y a quelque chose à améliorer, il dit il faut améliorer ça, il se positionne, il fait des propositions, et si des choses à changer à l'Assemblée nationale, même quand on n'est pas député à l'Assemblée nationale, la Constitution du Bénin et les tests démocratiques permettent de faire pression d'une manière ou d'une autre. Si on arrive à obtenir ça, c'est bon. Par exemple, par rapport aux opposants, vous le voyez dit, tant que tous les autres, d'abord tout ce que les autres font, c'est mauvais. Et tant que les autres ne reviennent pas à lui, autour de lui, ils ne pourront rien et il sera prêt même à les combattre. Au même moment, il dit, nous venons de reconnaître des réalisations qui sont faites. Ce n'est pas patriotique que de dire que Patrice Talon n'est rien, Patrice Talon ne fait rien, Patrice Talon ne peut rien faire et Patrice Talon ne fait que du faux. Quand il affirme des choses du genre, au finish, quand vous finissez de vous délecter de ce qu'il a dit, vous n'êtes pas avec quelqu'un qui fait un pas puis 2 assurément vers l'avant, comme mon père me l'a reconnu. Et c'est ça le développement. Donc, Candide Azanaï, je pense qu'il n'a pas envie de mourir politiquement et il trouve des moments, et ça, il a l'art de trouver le bon timing où il y a des sujets importants et il frappe pour être présent dans les esprits, mais il ne contribue pas à ce que le Bénin politique ait de quoi avancer. Parce que quand vous distribuez des coups, vous créez le tableau, vous le dressez, et que vous ne signalez pas des couloirs, des hypothèses pour y arriver, et vous pensez qu'en face, il n'y a que du noir, et ceux qui proposent, ceux qui sont dans l'action pour proposer une alternative, d'accord,
en disant que ça va nous amener vers l'alternance. Vous trouvez qu'il faut les combattre également. Vous vous situez où? Moi, je ne suis pas partisan d'un centrisme qui n'a même pas de boussole. Merci à vous, Médéric François Gogo, oui. Oui, vous savez, le propos de candidat Zanaï doit être placé dans une dynamique. Nous avons constaté ces derniers moments, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Ngweji, parlait. Avant lui ou après lui, on a vu les professeurs Olo et Robert Diossou parler. On a entendu le président Dieudonné Nicéphore Soglo parler. Et on entend également aujourd'hui candidat Zanaï parler. Oui. Et la plupart de ceux qui ont parlé ont des sujets de convergence, ont des préoccupations communes. Faire revenir les exilés, libérer ceux qui sont détenus pour des faits supposés politiques, aller vers des assises nationales et assez constance au niveau de leurs propos. Mais lorsque l'on voit l'ancien syndicaliste, l'ancien plus jeune à la conférence nationale, il était le plus jeune, et l'acteur politique qui a suscité, défendu corps et âme pour avoir investi l'entièreté de son être et de son âme dans la candidature du président Patrice Talon, pour l'avoir soutenu, mais pour avoir quitté la BAC très tôt. Quand on voit les propos en ligne de mire, c'est le chef de l'État. Comme élément qu'il a voulu présenter, le chef de l'État, selon lui, ne serait pas un homme de parole. Et il y est allé avec des cas de figure. Et à chaque fois, il s'évertuait à dire, il y avait telle personne présente, je le dis, il est vivant, il peut le contester. Donc, il a référencé son discours. Il a référencé ses propos, il a daté ses propos, mais il est monté un peu plus en propos osés par rapport au chef de l'État. Et moi, je me suis dit, peut-être cherche-t-il à pousser plus loin le bouchon pour se faire arrêter, jouer au martyr. Quand on voit un peu ce qu'il a dit, on peut penser également qu'il donnait une réponse à tous ceux qui pensent qu'il reste et demeure de connivence avec le chef de l'État et qui joue. Parce qu'il y en a qui le disent. Peut-être il a voulu démontrer à ceux-là, écoutez, entre lui et moi, les amas sont rompus et définitivement rompus. Chaque fois, vous devez constater que malgré qu'il s'en prend, qu'il joue à s'en prendre au chef, au gouvernement, au système politique de la rupture, il ne caresse pas non plus, dans le sens du poil, l'opposition ou les oppositions, et notamment les démocrates. Donc pour lui, le Bénin ne doit pas se résumer à un combat entre Talon et Yahi. Il ne l'a pas explicitement dit ces dernières fois, mais il a l'habitude de le dire. La preuve, il a été clair lors des élections législatives. Il a attaqué plusieurs fois les démocrates, les traitant d'être de connivence avec le pouvoir en place. Et il y a eu beaucoup d'autres propos. Il y a eu certains députés démocrates que les gens ont qualifiés d'être proches de l'un des amis, peut-être aujourd'hui monstre, du chef de l'État. Donc, quand moi je le vois, pour avoir eu des opportunités de discuter avec lui à deux, lors de la création de la Renaissance du Bénin, les réunions préliminaires au 40 logements, j'ai participé à ces réunions. Dans le cadre de la création du groupe de réflexion et d'action pour le développement, qu'on a mis sur pied en 91 sous la coupe de Galiou Soglo, ensemble, on a travaillé.
lors des élections de 1995, les législatives, qui ont été reprises à Cotonou, nous avons travaillé et j'ai appris à décoder certains propos de l'homme. Ça, c'est personnel. Mais à l'analyse, j'ai comme l'impression qu'il veut sonner la rupture avec non seulement le président Patrice Talon, mais avec le système politique tel que le système politique. Je ne veux pas parler de système, je veux parler de... Quand on a le système, on a l'ensemble des acteurs politiques. La classe politique? La classe politique, il y a un nom particulier, je vais y revenir. Le système politique, c'est le pouvoir en place. Mais le régime, c'est le mot que je voulais. Le régime politique de type démocratique, de type de démocratie libérale, tel que ce régime aujourd'hui est mené, il a comme l'impression, pour avoir pris part à la conférence nationale, que la plupart de la classe politique est en train de trahir le peuple. Et les propos de certaines personnes qui sont dans le nihilisme, qui sont dans le négationnisme de la conférence nationale, mais qui aujourd'hui passent d'église en église pour célébrer les 35 ans de cette église dans telle logique. De cette conférence, on ne le sait pas. J'ai comme l'impression que l'honorable candidat Zanaï a voulu manifester sa désapprobation de la manière dont les acquis de la démocratie ont été démolis. On l'a vu traiter Patrice Talon de dictateur. Non, là, c'est entre lui et Patrice Talon. Parce qu'il y a des propos qui ont été personnels. Nous n'allons pas réfléchir, nous n'allons pas épiloguer, nous n'allons pas débattre autour des propos personnels qui n'engagent que les deux hommes qui ont eu à manager pour que le président Patrice Talon arrive au pouvoir, qui ont certainement eu des accords qui n'ont pas été respectés. Nous attendons de voir avec le temps la biographie de candidat Zanaï ou éventuellement d'autres témoignages, parce qu'il parlait des gens qui étaient là quand il parlait, des gens qui étaient là quand il s'engageait dans des... je ne parlerai pas de deal, parce qu'on ne peut pas dire que le chef de l'État, celui qui est un chef de l'État aujourd'hui, s'était engagé dans des deals, mais je parlerai des accords qui, chemin faisant, n'auraient pas été respectés. À qui la faute? On ne peut pas le savoir, seul l'avenir nous le dira. Donc, en résumé, voilà un acteur politique qui restait fidèle à son option, l'animation de la vie publique. Seul ou dans le cadre d'un parti politique légalement installé. Prenant part aux activités électorales ou non. J'ai un collègue sénégalais qui me dit, mais il participe aux élections, mais il est apparemment le plus présent sur tous les grands sujets. Le peuple en a besoin. Parce que lorsque on empêche le débat public, on réduit le champ de la compréhension de la population et on laisse libre cours aux manipulateurs. Merci à vous. Parce que le débat public permet le choc des idées et les populations ayant une capacité de discernement arrivent très facilement à savoir qui dit la vérité et qui ment. La preuve, la fois dernière, le maïs coûtait 450. Mais j'ai entendu des acteurs politiques, je ne les appelle pas de l'opposition, moi je les appelle les vis-à-vis du pouvoir en place, qui cherchent aussi à prendre le pouvoir demain, mais qui malheureusement surfent sur des sujets qui ne tiennent pas. Le maïs par exemple, on a dit 450, mais quand le maïs a commencé par coûter 150, moi j'ai été constaté au marché de Kwaou. J'ai été au marché de Serrouet. J'ai vécu ça, moi. J'ai fait des films. Mais là, ils n'ont plus rien dit. Mais plus personne n'a parlé. Mais malheureusement, en face, nous avons des gens qui n'ont pas souffert pour être là où ils sont. Nous avons des députés qui ont été désignés. Nous avons des maires qui ont été nommés. Attention, il faut le dire. Parce que si vous détenez votre pouvoir électoral, votre poste électoral du peuple, si vous allez devant le peuple pour avoir le suffrage universel et que dans une logique de reddition de comptes, vous allez régulièrement vers votre électorat,
vous aurez des éléments, vous aurez la capacité de mieux appréhender certains sujets. Nous avons trop d'acteurs politiques qui ont été nommés, Merci des à vous, Frédéric transfuges, François des Congo, aventuriers, pour vos et le opinions. jeu politique se retrouve... Jules Léon, Non, je vous en prie, Jules Léon je vais finir par... ça fait Et le jeu politique ça fait la seconde fois que vous finissez. et le jeu politique se retrouve donc perverti. Peut-être aussi, quand tu n'as pas dans la fourmilière, Candidat Azanaï a voulu dire revenons aux bonnes mœurs politiques pour rétablir les bonnes habitudes électorales, parce que toutes les élections qu'on a eues, vous avez vu, les enjeux à chaque fois, ou l'enjeu à chaque fois, Justement. c'était le taux de participation. On en vient tout à l'heure. Jules Léon Kitty, vous avez posé une question tout à l'heure. Pourquoi maintenant? Je vous la retourne la question. Oui, le pourquoi maintenant nous contraint de convoquer dans l'analyse, eh bien, le timing, le fait que nous sommes à quelques encablures d'élections générales, des élections qui, dans leur forme, sont inédites dans notre pays. On va avoir des élections couplées, communales et puis législatives. On va avoir des élections présidentielles qui, même si elles ne sont pas couplées avec les élections législatives et communales, se passe dans la même année, ça n'est pas rien. Deuxième chose, toute élection qui intervient à la fin du règne d'un président, qui plus est un président qui a été si présent, si marquant, si dominant, nous sommes tout compte fait en 2026 à un tournant décisif dans l'histoire politique de notre pays. Ça veut dire que le peuple lui-même a besoin de boussole. Le peuple aujourd'hui a des éléments pour faire l'analyse de premier degré que nous avons fait depuis 1990. On compare le régime qui est passé à celui qui est là. Et vous observez que, pour peu que celui qui vient après fasse mieux sur certains chantiers que l'autre, on oppose les deux tout le temps dans le débat. C'est vrai. Lorsque, depuis que Boni Yayi a pris la tête du Parti Les Démocrates, moi, ça me donne des raisons de pouvoir faire la comparaison parce que Boni Yayi, en décidant d'être à la tête des démocrates, s'expose. Donc, toute critique que le parti Les Démocrates, même si c'est un simple militant qui le dit, j'estime que Boni Yayi endosse ça. Et lorsque, en face, on veut lui montrer que les bitumes que lui vérifiait avec le doigt, alors que c'était mal fait, donc lui-même pratiquement en était conscient, lorsque on faisait des échangeurs, donc les piliers, dont les piliers avaient des problèmes, on venait régler, et que celui qui est venu démontrait que là où on pensait qu'il y avait des histoires du genre, il y a un fétiche serpent qui est là, qui fait que la voie, le contournement des motocyclistes sous l'échangeur, ça devrait faire des bosses et tout. J'ai vu le régime actuel envoyer des gens régler ça, et on circule aujourd'hui. Et le président actuel a un langage qui montre qu'il est un bon béninois. Il dit que l'esprit qui est là, si tant est que c'est l'esprit qui nous en fait faire ça, l'esprit là est là pour notre bien. Si nous connaissons le langage pour lui parler, les sacrifices à lui faire, l'esprit verra que c'est pour l'évolution du pays et va nous laisser la paix. Donc il faut pas se cacher derrière ça. Et on a eu la preuve qu'on peut faire. Là où même il y avait des bas-fonds, on disait qu'on peut jamais faire la voie là. On l'a fait et c'est solide. Vous voyez, les quelques fois que les partisans de Boni Yayi et lui-même doivent parler, par exemple, ils sautent de pieds joints, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on leur dit on fait des infrastructures de qualité exceptionnelle que vous n'avez pas pu faire. Et quand vous sautez de pieds joints pour aller parler du coût, pour aller parler du coût, mais là encore, il faut vous assurer que vous ne vous trompez pas. On est sur le terrain politique où ça ne pardonne pas. Il se trompe pour dire que le pont de Womé, ça a coûté 95 milliards. Alors, quand vous avez commis ces erreurs-là, ça veut dire que dans votre formation politique, moi j'observe que vous n'avez pas des chèques de qualité. Vous n'avez pas de ces groupes qui, au-delà donc du système, vous êtes là, réfléchissent. Donc il y a des juristes qui sont là, il y a des spécialistes des questions des travaux publics, il y a des gens qui peuvent avoir ces informations-là, qui peuvent parler et dire, je défie Jacques Ayadi, le monsieur travaux publics du système, de venir me contredire. C'est comme ça que ça se passe. Il doit y avoir des conférences de presse de partis politiques, mais qui soient thématiques. C'est-à-dire que nous venons faire conférence de presse pour parler de... Là, vous faites une consultation. Non, oui. Oui. C'est ce qu'il faut. Mais pourquoi maintenant, Candidat Azanaï tient ce discours? Un discours osé où il va jusqu'à même défier des partisans de Patrice Talon de révéler ou de dévoiler des intentions politiques. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure pratiquement que, et ça en était ma peine voilée, que Candidat Azanaï est un grand rhéteur.
Mais moi, j'écoute et je m'instruis tout en enseignant ça. Je m'instruis à la rhétorique tous les jours, tous les matins avant 7 heures. Alors, le premier principe d'un spécialiste de la rhétorique, c'est de trouver le terreau fertile pour que son discours, sa prise de parole fasse effet, forcément. Nous sommes à quelques encablures des élections. Donc, les gens sont tournés vers ça. Quand quelqu'un vient affirmer qu'il n'y aura pas élection, et il le répète, il le martèle, ça vous intrigue. Même quand vous ne le considérez pas, vous dites, mais qu'est-ce que lui parle? Il est informé de quoi? Alors, le temps que vous vous inquiétez de ce que... Mais il est dans l'économie de quelle vérité? Même s'il ne vous révèle pas des choses extraordinaires, il passe une bonne partie de son intervention à vous montrer que, mais lui, il est un homme de réseau. Il est informé, il connaît en détail tous ceux qui sont en train d'agir là. Et que de par sa formation, de par son parcours, il est... Vous voyez ce qu'il faisait avec nos confrères qui étaient en face de lui, qui posaient des questions. Mais au moins 5 fois, je l'ai vu revenir, rappeler qui il est. Et après, il dit que celui qui est le président de la République, tous ceux-là ne peuvent pas faire débat avec lui. Non, le sujet n'était pas ça. Mais le grand rhéteur, le spécialiste de la rhétorique, fait ça pour que il vous rappelle qu'il sait de quoi il parle. Et quand vous allez vouloir lui poser des questions du genre, mais vous n'êtes pas dans la tête de ceux qui sont là, il vous a déjà dit qu'il les connaît comme le fond de sa pensée. Il le dit maintenant, oui. Parce que, comme Médéric l'a dit tout à l'heure, s'il ne dit pas ça dans cette période, lui sera oublié. Parce qu'il n'a plus de machine électorale. Alors, il a dit quelque chose dans son intervention, par exemple, qui confirme, qui devrait amener mes confrères qui étaient en face de lui, que je respecte beaucoup, parce que c'est 2 confrères que je respecte par rapport aux efforts qu'ils font au plan professionnel. Mais face à un type du genre, parfois, il faut être présent de la première à la dernière seconde. Alors, lorsqu'il affirme que par rapport à son propre parti politique, ils ont commencé par lui demander intelligemment, mais ça veut dire que vous n'irez pas aux élections. Il dit, son parti n'ira pas, lui n'ira pas. Après, il dit qu'il permettra à son entourage, s'ils veulent aller aux élections de façon éparse chacun, qu'il va les autoriser à aller. Mais qu'après, le parti fera un congrès pour donner l'orientation. Mais dans l'absolu, lui sait déjà que le parti n'ira pas. Cette partie-là, par exemple, confirme que M. Azanaï, malgré ses compétences, malgré son expérience, perd les pédales parfois. Parce que ça, ce qu'il venait de dire, consacrait qu'il n'était pas sincère dans la fabrication d'une machine politique électorale. Ça confirme que lui-même, ce que je viens de dire là, oui, le premier à être très convaincu qu'il n'a plus de parti politique et qu'il n'a plus une machine politique et que lui, il est plutôt dans la position d'un contributeur au débat politique. C'est-à-dire, comme il a dit tout à l'heure, avec ou sans une machine politique, il va y contribuer. Mais il n'a pas envie de dire à ses militants, vous n'avez plus de machine pour des raisons de me suivre, si tant est que c'est pour aller devenir maire, c'est pour aller devenir député, c'est pour que votre parti ait des... Comment quelqu'un qui est si spécialiste des questions politiques et électorales ne peut pas dire... Est-ce que la réforme du système partisan dont lui rêve, c'est cette réforme qui veut qu'un chef de parti appelle ces éléments pour leur dire élection vient, parce que les conditions ne semblent pas être bonnes. Nous sommes suffisamment... Oui, selon lui, au même moment qu'il dit qu'on doit changer les conditions, il s'avoue incapable, suffisamment incapable de changer les conditions au point de dire à ses militants, allez où vous voulez, allez vous accoquiner avec qui vous voulez. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'idéologie. Pour vous, il devrait avoir quand même un canevas bien précis. Il devrait, un chef de parti ne dit pas à ses militants, vous pouvez aller, si lui ne veut pas aller à ces élections, son parti ne veut pas y aller, le congrès va servir à quoi? Et pourquoi il dit à ses militants d'aller où il veut? Ça veut dire que son militant peut aller vers un parti qui soutient Patrice Talon et dit je suis d'accord. Merci. Alors, Médéric François Gogo, très rapidement pour qu'on puisse conclure avec ce sujet-là et aborder le troisième. Ma question pour vous, c'est de savoir, est-ce que vous pensez, comme certains sur la toile, que le candidat Azanaï est peut-être l'intouchable de la République au regard de la teneur de ces déclarations, vous savez, très osées? La sortie médiatique, la dernière sortie médiatique du président candidat Azanaï
a suscité un intérêt particulier au sein de l'opinion publique. Parce que aujourd'hui, se lever et parler comme il a parlé n'est pas permis à tout le monde. N'est pas permis à tout le monde. Parce qu'il a dit, même ceux qui veulent être candidats, s'ils se déclarent candidats, se retrouveront à la criette. En fait, la criette qui devrait être un fétiche à craindre, à respecter, moi j'ai comme l'impression qu'elle est désacralisée. Je ne sais pas si ce n'est pas le fait de l'affluence des affaires qui parviennent sur la table des juges, ou si c'est par le fait d'une forte politisation de la plupart des affaires dont cette institution, déception, je le précise, dans une période de paix relative, je le reprécise, je ne sais pas si ce sont ces cas qui amènent les populations à ne plus voir en la criette ce fétiche, ce gendarme. Mais les propos d'Azanaï Candide tentent à nous faire comprendre que la réforme du système partisan, si elle ne bat pas de l'aile, si elle n'est pas un échec, tout au moins, elle bat de l'aile. Avant la réforme du système partisan, il y a eu le certificat de conformité. Au moment où nous avons eu la réforme du système partisan, nous avons eu le quitus fiscal, qui était perçu, comme les observateurs avaient dit, comme les critères de présélection des candidats, donc de réduction du champ de choix de l'électeur. C'est-à-dire, on amène les députables qu'on veut devant sur la base des critères. Deuxièmement, lorsqu'on voit, malgré la réforme du système partisan, qui est appelée par toutes les tendances politiques. Je rappelle tout à l'heure quand je parlais des députés arrivistes, tout ça, là. Il y en a dans le camp des démocrates aussi. Il y en a qui tapent pas quand on les a mis sur les listes. Ah bon? Oui, il y en a, ils ont été avertis seulement qu'ils sont sur les listes. Dans le camp des démocrates? Il y en a plein. Vous l'affirmez? Il y en a plein, je certifie. Il y en a qui n'ont jamais combattu pour le parti, on les a mis. Ils ont été députés. Et j'ai les noms. Et qui les a mis? Ben, écoutez, ça dépend. Beaucoup n'y croyaient pas. Même le chef de file, le président Boni Yahi, ne croyait pas que la liste des démocrates allait partir aux élections. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui devraient être candidats, mais qui ne se sont pas empressés de fournir leur dossier. Mais qui se sont vus supplantés par des vendeurs de pain, etc. etc. Non, quand même. Non, vous, monsieur, c'est les citoyens. On parle de députés. Non, c'est pour dire oui, qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas au bataillon du parti, mais qui ont été positionnés, tout comme ça s'est passé au niveau des autres partis politiques. Donc je dis, quand on voit qu'il y avait eu ces critères de présélection, et qu'on voit aujourd'hui la facilité avec laquelle les gens quittent l'UP pour aller au BR, les gens quittent le BR pour aller à l'UP, les gens quittent FCBE pour aller... Ben, moi, je me dis qu'une fois de plus, avec l'argent du contribuable, nous avons eu des élus qui nous ont fait perdre 6 ans. Et je trouve bien justifié mon inquiétude quand je vois tous les efforts qu'ils ont tenté de faire pour nous ramener les présidentielles avant les législatives, alors qu'eux-mêmes, ils avaient voté pour que les législatives et les communales soient avant les présidentielles. Est-ce que c'était l'erreur fatale? Est-ce que si on avait une seule circonscription électorale, on pouvait facilement contrôler? Et maladie après, au niveau des 4 circonscriptions électorales pour les législatives et les 646 pour l'élection des arrondissements. Est-ce que on n'a pas voulu être trop intelligent et finalement, on s'est fait harakiri? Et que maintenant, on cherche à rattraper le tir, alors qu'à l'évidence, sur quoi devraient se jouer les élections? Et on y vient, on en vient. Les élections on en vient. Ne doivent pas se jouer au début du processus. Parce que le processus, c'est le fichier électoral, la liste électorale, la confection du matériel sensible, c'est-à-dire les bulletins de vote et les feuilles de dépouillement, l'acheminement de ces matériels à l'aller comme au retour, la pré-campagne, la veille de la campagne, le jour du vote, la sécurisation du vote, et après, la gestion du contentieux. Ça, c'est le processus électoral.
Mais pourquoi tout le monde pense que c'est sur la base des tests qu'on doit gagner les élections? Et on se tiraille à tel enseigne qu'à 1 an des élections présidentielles, alors que nous avons les réalisations probantes, les prouesses évidentes, parce que j'ai l'habitude de le dire, si c'est sur la base de la construction des écoles, des routes, des hôpitaux, de la dématérialisation, de la mobilisation des ressources, si c'est sur cette base qu'on devrait élire ou réélire le candidat du camp de la mouvance présidentielle, ben, c'est qu'il ne devrait pas avoir match. Parce qu'on a 2 éléments de comparaison. On pouvait comparer le président Patrice Talon au président Boni Yayi. On a vu le président Boni Yayi faire avec ses hauts et ses bas. Justement, c'est on a vu le président Boni Yayi, j'en viens. Oui. On a vu le président Boni Yayi enfermer l'honorable Fabon, enfermer Adiou, ici. Parce que si les gens veulent parler, les gens disent, le président Patrice Talon en a enfermé beaucoup. On a vu le président Boni Yayi exiler le président Patrice Talon et son ancien ami devenu monstre. Bokor. Ben, si c'est sur ce plan on veut jouer, je suppose que ça fait match nul. Mais sur le plan des réalisations, pourquoi les mouvanciers jouent à se faire peur? Pourquoi les mouvanciers pensent que si on ne laisse pas, on ne libère pas le jeu, si on n'a pas un code électoral qui soit accepté de tous, qui garantisse l'équité, la transparence et l'honnêteté au niveau du vote, qu'eux, ils allaient gagner. C'est simplement parce qu'ils ont été nommés. Alors, même s'il y a des carriéristes politiques parmi eux. Mais François Gogo, vous l'avez dit tout à l'heure. Je viens. Alors, ma question actuellement, c'est de savoir, est-ce que pour vous, vous pensez, comme bien d'autres Béninois, que 2026, nous allons vers des élections d'un duel Patrice Talon-Boni Yayi? Non, vous savez, il y a un considérant qui, pour moi, lequel est majeur. Lequel? Les néo-votants. En 2016, ceux qui ont eu 18 ans révolus et qui n'ont pas pu voter ont aujourd'hui 27 ans. Donc, ceux qui auront 18 ans révolus en 2026 et ceux qui auront 28 ans en 2026, ils vont voter. Sur l'échelle de la démocratie, de la démographie, ils représentent au moins un quart des électeurs actifs. Mais quels devraient être les thèmes qu'on devrait mettre en évidence pour les appâter et les accrocher? Combien sont ces acteurs politiques qui tablent sur cela? Parce que moi je dis, le Bénin n'est plus Boni Yayi, le Bénin est peut-être Patrice Talon et cherchera les éléments de comparaison ailleurs que par rapport au combat Boni Yayi, Patrice Talon. Parce que si les démocrates pensent que parce qu'ils ont eu à gagner en situation de fête, parce qu'ils n'ont pas fait campagne, ils n'ont pas dépensé de l'argent, ils n'ont pas sécurisé leur vote, ils ont gagné. Beaucoup disent qu'ils ont gagné plus. Ils ont les éléments certainement. Mais s'ils pensent que d'office, en partant aux élections, ils vont remplacer dans une dynamique d'alternance au pouvoir et nos alternatives, forcément, les représentants du pouvoir en place, ils se trompent. Parce que les éléments d'appréciation des populations seraient autres. Ce ne serait pas tout le temps les réalisations, parce qu'il y en a qui disent déjà, il a été élu pour le faire. Ça tournera autour des thèmes de campagne abstraits. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme avec leur corollaire, les exilés, même si il y en a qui sont exilés pour des faits économiques, il y en a qui ont fui. Oui. Il y a ça, il y a des arrestations qui, pour moi, n'ont plus de valeur aujourd'hui. Plus on maintient en prison certaines personnes qui ont été arrêtées, plus ils deviennent encore populaires. Merci à vous. Parce que notre peuple n'aime pas les vies. Notre peuple se met toujours du côté des victimes. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, pour conclure rapidement. Pour conclure, parce que ce qui a lieu de faire, j'ai le cas impatiente. Ce qu'il y a lieu de faire, oui, c'est de le laisser le débat autour du code de l'électorat. Parce que même si on a le meilleur code, on n'a pas la garantie que le candidat qui sera éventuellement le duo qui sera élu
au niveau de l'opposition, sera le duo qui va développer le pays mieux que Talon. Merci. De la sorte, si on a un duo désigné par Talon, mais en tablant sur les réalisations du système actuel, ça ne veut pas dire que c'est un chèque à blanc qu'on donne à ceux-là également. Donc, le débat doit avoir lieu. Et on est déjà en retard sur le débat. Alors, belle chute, bien évidemment, Médéric François Robo, qui est en cohérence avec ma question à l'endroit de Julien Kitty. Est-ce que nous ne sommes pas en retard par rapport aux élections générales de 2026? À cet instant précis, on n'a connaissance d'aucun duo de candidats, d'aucun potentiel candidat. Tout à l'heure, je vous posais la question par rapport à candidat Armand-Marie Azanaï, qui met au défi les partisans de Patrice Talon d'évoquer d'éventuels désirs de candidater pour 2026, par exemple. Il a énormément cité, par exemple, Joseph Diogbenou, qui est président de partis politiques, notamment l'Union progressiste, le Renouveau. Non, une fois encore, je vais vous dire, sur la question à Zanaï, il fait dans les techniques, il utilise à fond et même à foison et à outrance les techniques de. Mais y a-t-il pas une pertinence dans ce qu'il dit? Attendez. Oui. Retenez que la loi dit que la loi donne le délai dans lequel légalement les gens peuvent annoncer leur candidature et déposer. Maintenant, ça c'est la loi. Ça c'est pour que les institutions chargées d'organiser les élections puissent s'enregistrer. Oui. Mais il y a le délai tacite, raisonnable, dans lequel celui qui se sent rassasié de solutions aux problèmes des Béninois et qui estime qu'il faut qu'il brigue la magistrature suprême, devrait pouvoir dire au peuple, moi j'ambitionne de vous diriger. Et que le peuple ait le temps de lui poser les vraies questions, qu'il puisse passer par le scanner de cet ami-là et qu'il s'en sorte éprouvé que ses capacités de diriger, ses capacités de solutionner les problèmes du moment. Parce que celui qui est au pouvoir, là, ses réalisations, le niveau il met la barre, ses hauts et ses bas, déterminent la construction des questions qu'on pose à celui qui veut lui succéder. D'accord? Et aujourd'hui, on est dans une situation où on a suffisamment d'éléments pour poser les questions, mais ceux à qui on doit poser les questions ne sortent pas à leur tête. Quand Azanaï en parle, lui, c'est pour produire un effet. Pourquoi quand lui, il dit ça, il ne se retrouve pas à Misérité? Est-ce que Joseph Diogbenou, pour décider d'annoncer sa candidature, devrait demander la permission à Azanaï? Non. Mais Azanaï dit ça... Il devrait demander cette permission à qui? Ah non, il n'y a que lui, avec le staff de son parti politique. Aucune loi au pays actuellement et aucun fait politique n'interdit a priori à Joseph Diogbenou, président de l'UP Le Renouveau, à tout autre leader de parti politique de la mouvance présidentielle, comme de l'opposition, de dire j'ambitionne d'être président de la République. Rien. Rien, mais curieusement... Attendez, oui. Rien. Oui. Mais il se fait que tous ceux dont vous parlez là sont des adultes. Ils sont des intellectuels. Ils ont un parcours politique. Et donc, si tant est que leur religion et leur liberté d'esprit, ils devraient le dire. Je constate ou je considère que le fait de ne pas le dire maintenant participe de leur stratégie à eux. Je ne sais pas si Joseph Diogbenou a envie d'être président de la République en 2026. Je n'en ai pas encore la preuve. Je sais qu'il est président du parti. Il est présidentiel parce qu'il a plus de 40 ans. Il a joui de ses droits civiques et politiques. Il a été annoncé... Comme Sam Seydou Dambi au niveau du bloc républicain. Voilà. On a vu la célérité des événements. Oui, la célérité des événements. Moi, je n'ai pas entendu Sam Seydou Dambi, adulte, intellectuel, venir me dire qu'on l'a sorti du gouvernement parce que lui, il veut être président. Parce que personne n'a dit non plus qu'il a commis le péché de dire qu'il veut être président. OK? Et ceux qui l'ont enlevé, le fait de l'enlever du gouvernement, là, c'est pas légal, c'est pas constitutionnel. Celui qui l'a nommé, là, a le droit de l'enlever, non? Il a enlevé. Si un journaliste veut, il n'a qu'à aller lui poser la question. Mais est-ce bien séant que ces partis politiques, nés de cette réforme de ces partisans, alors, à cet instant... Ça pêche contre le droit au peuple de voir ceux qui veulent le diriger, là, ceux qui ambitionnent de le diriger, s'offrir à lui pour lui poser des questions. Mais pourquoi ils ne le disent pas? Moi, je ne suis pas dans la naïveté politique. Hein. J'ai signé une chronique, j'ai mes affinités, j'ai mes proximités, même politiques. Mais j'ai signé une chronique où j'ai rapporté une discussion, une causerie que j'ai eue avec un frère du village au bord du lac Aémé, où il me regarde parce que, alors que moi, je pensais revivre les bons moments, les nostalgies du village avec lui,
Il me dit de Guézin où il vivait, il me dit, mais grand frère, toi tu es dans les débats là. Mais pourquoi depuis là, personne ne dit qu'il va être président après le président Patrice Talon? Est-ce que c'est le président Patrice Talon qui a dit que tu apprécies tant? C'est lui qui a dit aux gens, qui a interdit aux gens de le... J'ai dit, je n'ai jamais entendu le président Patrice Talon dire à quelqu'un, vous ne pouvez pas dire que vous voulez être président. Je l'ai entendu exercer son droit de citoyen béninois, du premier des citoyens, dit selon lui, Patrice Talon, et c'est ce que j'apprécie chez lui, il est garçon pile. Ah bon, il y en a qui ne sont pas garçons pile? Ah oui. Il y en a qui ne sont pas garçons pile. Il y en a qui donnent les signes évidents de ce qu'ils ne sont pas garçons pile. Ah bon. Tout ce que le président Patrice Talon finit par faire, Il les annonce. qui fait grincer des dents, il l'annonce d'une manière ou d'une autre. Et nous n'avons pas appris à écouter, à décréter les discours des leaders. Alors, quand il dit, voici ce que moi je pense. Moi, je pense que à 6 mois des élections, oui, les partis politiques, ne serait-ce que ceux qui sont de mon camp politique, peuvent maintenant annoncer les choses. Il n'a pas dit que les tractations ne peuvent pas se faire. On va commencer par officialiser les tractations. Par exemple, les processus de désignation, tout ça. C'est son point de vue. Parce que lui, il est focus sur la sérénité nécessaire qu'il faut pour les questions de développement. Mais que les partis politiques, les partis politiques et les leaders, les partis politiques et les leaders s'accommodent de ça. Qui ont fait une réforme du système partisan qui veut rendre les partis politiques beaucoup plus forts, que ces partis politiques ne soient plus à la solde de l'homme fort du moment et que ce soit l'homme fort du moment qui continue de dicter la conduite à tenir à ces partis politiques aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie? Non, il n'y a pas d'antinomie. Parce que tant que l'homme fort là n'a pas dit en espace public, moi je suis très intéressé par le discours public. Quand il n'a pas dit, si quelqu'un dit dans mon camp qu'il veut être candidat, comme Azanaï croit le savoir, je vais lui en vouloir. J'estime que c'est possible. Mais en démocratie et dans l'action politique, publique et politique, et surtout dans l'expression d'une ambition, il y a un prix à payer. Lorsque vous annoncez votre ambition de gagner une compétition, toutes les autres équipes potentiellement identifiées comme pouvant aller dans cette compétition commencent par revisiter vos prouesses du passé, vos hauts et vos bas. Commence par vous faire appliquer à votre personne et à votre groupe l'analyse force, faiblesse, opportunité, menace. Et commence par même vous distribuer des coups. Alors, si un leader, ce que fait le président Patrice Talon, en tant que, au-delà de son mandat et de son manteau de président de la République, de père de la nation, en tant que leader de la majorité présidentielle, que, contrairement aux autres anciens présidents, il a réussi à canaliser jusque-là. Ce qu'il fait, c'est de ne pas être muet sur ce dont il rêve pour sa majorité. Il veut une cohésion, il veut une synergie d'action, il veut que ça n'aille pas dans tous les sens, et il utilise les outils en sa possession, d'accord, et le discours nécessaire pour le faire. Ce qu'il a dit là en parlant de 6 mois avant les élections, ça c'est ce qu'il a dit publiquement. Vous ne savez pas le discours extrêmement intense, les actions concrètes, intenses qu'il mène en aparté avec ses partisans. Je sais par exemple qu'il se concerte régulièrement. Et donc j'estime que ces partisans à lui, qui sont des pères et des mères de famille, ont estimé que cette politique-là, cette stratégie-là est bonne pour eux. Vous êtes sûr qu'ils l'estiment? Non, attendez. Si un adulte ne vient pas, moi, vous m'avez invité pour votre débat. C'est mon père qui vous a dit que je dois venir. Vous avez demandé la permission à mon épouse? Est-ce que vous avez demandé à mon professeur qui m'a enseigné à l'école? Non, c'est moi qui vous ai dit je viens. Ce que je suis en train de déclarer, c'est moi qui le déclare. Et ça vous avez vu Médéric sur ce plateau plusieurs fois au début de ce régime vous dire, on a fait des débats ensemble. Il a dit combien de fois, même la personne du président Patrice Talon, il peut le considérer comme un ami, comme un faux-faux. Mais il vous a dit également, là où il n'avait pas les signes évidents de ce qu'on voulait aller à l'essentiel, au règlement des problèmes de certains Béninois. Mais vous le voyez venir dire, pour ce qui est réalisé, je trouve qu'il ne faut pas souffrir volontairement de myopie pour ne pas voir ça. Exactement. Mais c'est encore lui qui, sur le même plateau, quand il finit de célébrer ça, il vous dit sur le panier de la ménagère, j'ai des réserves et je veux qu'on s'en préoccupe et je souhaite que
tous ceux qui, y compris ceux qui sont là maintenant le président, et tous ceux qui rêvent de le remplacer, donc d'obtenir du peuple le mandat de le diriger et de faire son bonheur, que tout cela intègre ça à leur thème de campagne. Moi, je rêve, j'en aurais fini, je rêve par exemple de voir très tôt ceux qui ambitionnent, et je suis très jaloux de mon expression quand je dis ceux qui se sentent rassasiés de solutions aux problèmes. Parce qu'on n'a pas besoin non plus de gens qui viennent pour régler des problèmes personnels. Ou des comptes politiques. D'accord? Que tous ceux-là, qu'on installe par exemple, vous voyez tout ce qu'on est en train de faire là, on est en train de s'époumoner pour faire de la consultation gratuite pour des gens qui vont après mettre sur le cas de visite qu'ils ont été au moins candidats à l'élection présidentielle ou bien qu'ils sont devenus présidents. Mais que tous ceux-là, par exemple, qu'on installe ce qu'on appelle, que j'appelle comme ça, les étapes du scanner. C'est-à-dire que tous ceux qui décident, toutes tendances confondues, de dire, moi je veux être président de la République, qu'on les amène par exemple, des gens de notre trempe là, et d'autres experts, des citoyens lambda, qui sont convaincus des questions qu'ils veulent poser, de leurs préoccupations, qu'on amène ces personnes-là. Sur le plan économique aujourd'hui, le modèle économique que présente Patrice Talon, qu'est-ce que vous pensez améliorer dans ça? Le thème de campagne. Et le monsieur le dit, on lui pose toutes ces questions. Sur le plan politique, la réforme du système partisan, tout compte fait, ceux qui rêvent de remettre en cause tout pour reprendre avec le système Mon Minon Orofi, on sera tout. Ils se leurrent. C'est-à-dire qu'on a déplacé des pions, des piliers conclure, tellement que celui qui vient maintenant là, il doit être suffisamment dense, suffisamment cultivé au plan politique et suffisamment cultivé économiquement pour dire de ce qui a été fait, voilà comment je vais pouvoir dépouiller ça de ce qui a été moins bien fait et voilà comment je vais amener le pays plus loin que ça. Parce qu'il y a un président qui vous dit, en 2016, excusez-moi, il dit en 2016, moi là, je suis venu, j'ai vu que 42% des Béninois avaient accès à l'eau potable. Et il affirme aujourd'hui, en 8 ans, alors qu'en 56 ans, vous avez fait ça, en 8 ans, moi j'ai amené ça à 80 ou 82, oui, 82%. Celui qui vient là, est-ce qu'il peut encore dire aux Béninois, lui fera 5 ans, sans que de 82%, nous allions à 90%. C'est pas possible. Donc si celui-là n'en sait rien, non, parce que le chiffre n'a pas été contesté. Oui. Le seul chiffre que les opposants ont voulu contester, à haute voix, quand ils sont sortis de leur laboratoire, c'est de dire que le pont de Homais a coûté 95 milliards. Mais on va l'écouter, oui. Vous savez, les thèmes de campagne pour 2026. C'est pas seulement au niveau des mouvanciers que le problème se pose par rapport aux duos candidats ou aux candidats éventuels. Au niveau des démocrates également, pendant que des individus s'annoncent, pendant que les FCBE pensent pouvoir avoir leur parrainage au niveau des mouvanciers, j'aimerais savoir comment ça peut être possible. Au niveau des deux leaders politiques, les deux principaux que nous avons, les regards sont rivés, sont fixés sur eux deux pour connaître les duos. Cela m'amène à dire que le fondement de la réforme du système partisan est foulé allègrement aux pieds. Parce que l'objectif principal, c'était d'arracher les désignations de candidats, les positionnements de candidats, des individus, fussent-ils les chefs de parti, les financiers du parti, pour les confier aux partis politiques. Mais chemin faisant, voici que les deux grands partis politiques de la mouvance présidentielle ont eu des députés qui ont voté rouge contre la recevabilité de la révision de la Constitution. Quelle devrait être leur attitude s'ils doivent savoir qu'ils ne seront pas positionnés sur les listes à venir? Mais c'est vous qui dites qu'ils ne seront pas positionnés. C'est évident. Je ne sais pas si cela leur vaudra... Attends, j'ai la sanction. Je poursuis. S'ils méritent d'être sur la liste... Je poursuis mon raisonnement. Mais dans le cas de figure, si l'on doit avoir les candidats, les duos de candidats de la présidentielle en octobre et les candidats des législatives et des communales en novembre, est-ce que les profils des candidats, des duos, n'auraient pas d'incidence sur les élections législatives qui devraient avoir lieu le 11 janvier? C'est naturel. Non, c'est pas évident.
Non, C'est mais pas évident parce que si les démocrates, par exemple, allaient jusqu'à désigner un candidat de la division, c'est clair et net que certains de leurs candidats sur les listes des législatives et des communales auraient des problèmes sur le terrain. c'est déjà l'impact. C'est ce que moi j'appelle Bon. l'impact. Il peut être Donc, positif comme négatif. Donc, je poursuis mon raisonnement. Et si, au niveau des législatives, qui se tiennent le même jour que les communales et les locales, aucun parti n'arrivait à avoir les 20%. On ira vers le juge constitutionnel. On va proroger peut-être la mandature de la législature en cours. Ah, mais les institutions décideront en ce moment. Et De toutes les façons, elles peuvent aller jusqu'à dire... ce que je veux dire, nous courons le risque de l'impasse. À qui cela profiterait? Mais les éléments, les indices pour que nous tombions dans l'impasse sont là aujourd'hui. Deuxièmement, lorsqu'on ne connaît pas très tôt les candidats, lorsqu'on n'a pas un débat d'idées autour des principales questions de développement, aujourd'hui, pour développer le pays, on va vers les emprunts obligataires beaucoup plus que vers la création de la richesse. On multiplie les impôts beaucoup plus que... Est-ce que celui qui prétend succéder au président Patrice Talon, ou qui veut combattre éventuellement le candidat ou le duo qui viendra de son camp, est-ce qu'il a une autre solution pour la mobilisation des ressources? Aujourd'hui, l'école, la cantine scolaire, telle qu'elle est gérée, qui peut nous proposer autre chose? Nous devons avoir les débats de fond. Et là, il ne revient pas aux politiciens de provoquer les débats. C'est la responsabilité des journalistes. Mais lorsque moi je vois... Ils ne sont pas disponibles, les politiciens. Vous le faites. C'est bon de lancer... Non, on les sort de leur gant. Ouais. Nous, on l'a fait. Ouais. Nous, en 2004, on avait créé le réseau des journalistes pour les élections libres, pacifiques et transparentes. On avait créé un forum. On avait élaboré, comment on appelle, un modus operandi par rapport à la conduite, par rapport aux propos. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai comme l'impression que nous sommes en train de réinventer le Bénin négativement. Non, la presse a toute la responsabilité plupart des journalistes, d'assumer son rôle. La plupart de nos collègues aujourd'hui, ils viennent sur les plateaux, c'est pour plaire. On pose des questions, qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous? On n'enquiquine pas, on ne pousse pas dans les derniers retranchements. Mais qu'est-ce que notre métier est devenu? Médéric François Gongo. Non, est-ce que... Ou bien c'est la criette qui... Médéric François Gongo. Donc, les thèmes de campagne. Les thèmes de campagne, comme je l'ai dit, je les ai cités. Dans un instant, je les ai cités entre autres. Parce qu'on va à la fin. Je les ai cités entre autres. Pour dire aux mouvanciers qu'il n'y a pas à jouer, à se faire peur. Même si on a le meilleur code, si on ramène les discussions autour des questions d'idées, on repose les réalisations du chef de l'État. Est-ce que quelqu'un peut venir demain dire qu'il va remettre en cause le droit de grève qui a été retiré complètement? Est-ce qu'il peut courir le risque d'avoir des années blanches? Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des parents qui sont quand même contents que le fait, même si je ne suis pas d'accord avec la manière, que le fait qu'on ait repris le droit de grève avec le silence ou la complicité tacite de la plupart des syndicats qui n'ont pas manifesté outre mesure? Regardez, dans le secteur de la santé, par exemple, dans le secteur de la santé, par exemple, on ne peut pas faire la grève sans service minimum. Alors que les gens faisaient ça. On ne peut... Bon, les gens faisaient ça. Écoutez, régulièrement. Et ils n'étaient pas gênés de voir des cadavres. Donc, quoi qu'on dise aujourd'hui, nous avons eu des avancées sur certains points. Et moi, il y a un collègue qui m'a dit, un ami qui m'a dit la fois dernière, il dit, mais là où votre gars, là, il parlait du chef de l'État, là où il a mené le truc à des niveaux donnés, là, mais il y en a, on va dire, viens, président, il vous dit ça là. Je ne peux pas. Parce que, même si on peut avoir un président demain, que ce soit dans la mouvance ou dans les oppositions, parce qu'il y a des oppositions. Des oppositions, tout il y a à fait. des oppositions. Moi, je ne parlerai même pas des oppositions. Je parlerai des camps qui ne sont pas au pouvoir. Parce qu'il n'y a pas d'opposition. On ne s'oppose pas parce qu'on n'est pas au pouvoir. Quand on est démocrate, quand on est dirigé par Boni Yahi, on ne doit pas s'opposer parce qu'on a été au pouvoir et c'est parce qu'on n'est plus au pouvoir et on veut revenir qu'on va s'opposer. On doit s'opposer sur la base des idées. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on quitte Cotonou, quand on quitte Sévékodji pour aller à Porto-Novo, est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui que la qualité de la voix n'est pas meilleure que ce qu'on a toujours observé? Ben, écoutez, ça, il faut le dire, même si au même moment on doit dire que
mon soja est trop. Merci. Même si au même moment, on doit dire, même François Gongo. si au même moment, on doit dire qu'il y en a qui sont détenus, mais qui inutilement sont détenus. Et même si ce sont les turiféraires du pouvoir. Qui sont ceux qui sont détenus inutilement? Non, c'est pas pourquoi on retient maintenant Madame Rekia Bandougo en prison. Le chef de l'État me dira que c'est la justice qui fait son travail, mais il est le premier magistrat. Il rentrerait dans l'histoire par la grande porte. Lorsqu'il provoquera le retour, mais il ne peut pas le faire pour qu'il y ait des assises nationales. Parce qu'à ces assises, on ne fera que son procès à lui. Mais justement, parce Merci à vous de bien chuter. Oui, Julien qui dit pour conclure, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Justement, vous voyez, le malheur de ce pays. On a aujourd'hui l'âge, nous sommes de cette jeunesse qui est arrivée à maturité, qui a un parcours qui lui permet de parler. Sinon, les plus jeunes que nous, d'abord déjà qu'ils sont suffisamment mal formés, et ils ne pourront pas avoir de quoi contribuer à leur... Ils ne pourront pas appliquer même à 1% la maxime de Frantz Fanon, qui veut que chaque génération identifie sa mission et l'accomplisse sans jamais la trahir. Parce qu'il faut avoir du contenu. Du répondant. Du répondant pour le faire. C'est pas de l'égoïsme, parce que toi, on se tait trop dans ce pays. Chacun se lève, pense que les choses ont commencé aujourd'hui. Ça a commencé à l'ère. C'est trop timide. On pense que ça a commencé à l'ère de TikTok. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, le malheur de ce pays, c'est que, tu vois, on réduit le débat à des procès d'intention. Tout à fait. Dès que vous prenez telle position sur tel sujet, dès que vous êtes un peu clair, on dit, pourquoi lui va dire ça? Vous voyez, le terme, même ceux qui nous ont vendu la démocratie, pourquoi nous étions obligés de prendre, du point de vue syntaxique, toutes les expressions utilisées en refusant de réfléchir? Le terme opposant, mais c'est machiavélique, c'est pas catholique. C'est-à-dire que quelqu'un au pouvoir, on n'a pas dit je suis opposé à sa politique. Hein. Je ne suis pas au pouvoir, donc je suis son opposant. C'est-à-dire que le jour où le président Patrice Talon quitte le pouvoir, il se trouvera des gens pour lui dire, le président qui vient là, si jamais il est issu d'un camp actuellement opposé, on dit, Patrice Talon et ça, ils sont devenus opposants. Alors que l'autre n'a même pas encore posé un acte. Et quand, par exemple, l'autre va poser des actes peut-être qui vont être bien pour la nation et que Patrice Talon va avoir l'honnêteté intellectuelle de venir dire « Ah, mais ça, par contre, c'est bien », on va lui dire « Lui, il est quel type d'opposant ?» Et ils se sont déjà vus. Parce que, et c'est ce dont Patrice Talon s'offusquait devant Yahi Boni en lui disant amicalement « Mais grand frère, dis au moins que ton jeune frère fait des choses qui sont bien, dis-moi ça, j'en ai besoin. » Parce que justement, il y a des choses sur lesquelles les deux peuvent s'entendre. Le porte-parole du gouvernement a souvent répété que le plus grand parti politique dont tout le monde doit être membre, là, c'est le Bénin. D'accord? La gouvernance de Yahi Boni, au départ, dans sa conception, le président actuel, Patrice Talon, n'était pas loin de ça. Donc, il se dit, mais ce qui nous a opposés peut être mince par rapport à ce qui nous a unis. À partir de ce moment, ce que je fais aujourd'hui, tu devrais, toi au moins, mon grand frère, être d'accord avec ça. Ce que moi je souhaite, c'est quoi? Si ceux qui se taisent aujourd'hui, qui ne disent pas « je veux être président », s'ils estiment que dire qu'ils sont présidentiables, ils veulent être candidats, qu'après ça, ils n'auront plus rien à dire de concret, moi je les comprends. Hein. Il y a un adage fond qui dit « Si quelqu'un estime que quand il s'examine lui-même, là où peut-être que les gens ont du mal à proposer des choses parce que celui qui est au pouvoir là a mis la barre tellement haut. Et vous parlez de la discipline de groupe. Non, attendez, ce n'est pas que ça. La discipline de groupe est différente de la clochardisation. Qui les empêche aussi d'aller faire des débats politiques. Non, attendez. L'observance de la discipline de groupe est une vertu. La clochardisation de quelqu'un est un péché, mais qui est plus à mettre au passif de celui qui est clochardisé que de celui qui le clochardise. Parce que la plus grave forme de ce phénomène, c'est l'auto-clochardisation. Et c'est pourquoi mon père me disait avant de mourir, il y a beaucoup de cloches dans ce que vous dites. Là. Oui, mon père me disait, fiston, on peut
t'en imposer. Tu peux ne pas réussir tout. Mais rappelle-toi que tu es mon fils et ne refuse jamais de réfléchir. C'est-à-dire que vous êtes contre moi, mais vous ne pouvez pas m'empêcher, vous ne pouvez pas m'embrigader au point d'embrigader ma cervelle. Pour que je puisse dire, ça là, je ne suis pas d'accord. Et le meilleur type qui peut dire en face de la politique, de la stratégie qu'utilise le président actuel, le président Patrice Talon, quand je l'observe, en face de lui, il faut être quelqu'un qui soit capable de dire, ça, président, je ne suis pas d'accord, mais être capable, à l'instant où il est en train de dire ça, de dire, voici comment je pense qu'on doit faire, voici la preuve, par démonstration, que ça doit se passer ainsi. Et les gens ont oublié ce qu'on nous apprenait en mathématiques. Moi, je n'étais pas un très, très, très fort en mathématiques. Mais vous savez où est-ce que j'obtenais mes points en maths? Oui, très rapidement. Les gens notaient, ne notaient pas que les résultats chiffrés, mais ils notaient aussi la logique, la démonstration que vous faites dans la résolution de l'exercice qu'on vous a donné. Alors, Donc, très rapidement pour conclure, dites-nous, pour vous, quelles sont les présidentielles au sein de la mouvance présidentielle? Les présidentielles. Oui, pour vous. Vous voulez que je vous donne des noms? Oui. Je trouve la question légère. Pourquoi? Moi, je ne veux plus qu'on désigne des présidents, des présidentielles. Et je ne veux pas être celui qui en désigne. Pourquoi? Je veux des gens... Vous retournez à mon expression. Hein. J'ai compris. J'ai dit, je veux des gens qui se sentent suffisamment rassasiés de solutions aux problèmes des Béninois. Ce qui suppose qu'ils connaissent très bien les problèmes des Béninois. Ce qui suppose qu'ils connaissent très bien... Vous connaissez un peu le parcours. Ce qui suppose qu'ils connaissent aussi très bien les acquis du pouvoir qui est en train, donc du président qui est en train de finir, ce qu'on a fait de très bien, sur lesquels il ne faut pas faire de reculade. D'accord? On ne retourne plus à des partis politiques de quartier. On ne retourne plus à des marchés de taudis, parce qu'on nous a démontré qu'on peut construire des marchés ultra modernes. Maintenant, on réfléchit à comment on adapte nos mamans, hein, la conception de nos mamans du marché, à ce qui est construit comme marché ultra moderne. Personne ne réfléchit à ça. Le gouvernement a fait. Mais il faut aujourd'hui que des sociologues, des journalistes spécialistes de telle ou telle question créent le débat pour qu'on dise à nos mamans et dans toutes les langues. La maman qui a peur, qui se dit, qui a le complexe, qui dit, nous et Bayane, ce qu'on a construit là, il faut bien quelqu'un pour parler avec elle. Merci à vous, Julien Kiti, Médéric François Gongo. Oui, votre dernière je vais dire intervention. Ce qu'il a dit. Et pour conclure. Parce que quand il parle de nos mamans, nos mamans sont des vendeuses de poissons. Oui. Et les vendeuses de poissons, ils vont avec de l'eau. Mais ce qu'on a construit apparemment, c'est des poissonneries. Donc nos mamans ne se sentent pas à l'aise. Si le débat se fait, on trouvera la passerelle. Ceci étant, je pense que il y a des craintes. Nous allons vers des élections inédites. Inédites dans le sens négatif. Nous risquons, si on ne connaît pas très tôt, les profils des duos, si tant est qu'on doit aller avec le code électoral qui est en vigueur, qui est légal jusqu'à preuve de contraire. Et je suis content de vous l'entendre dire. C'est ce que les gens, excuse-moi, c'est ce que les gens ne font pas. Vous avez même des confrères qui font des débats. Mais ce qui est là. Où tout le monde dit le code des crises. Est-ce que le code a été voté par l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, à un moment donné, est la représentation du peuple. C'est passé par le contrôle de constitutionnalité. C'est promulgué. Et puis, lorsque l'on veut combattre le code électoral, il n'y a que deux manières. C'est vrai que la première manière, c'est de déconstruire la majorité parlementaire et d'y aller vers la révisitation. Ce qui a échoué apparemment, selon mes informations. La deuxième manière, c'est d'aller vers le mouvement populaire, ce qu'on ne conseille pas, parce que c'est la légalité établie. Même si cela peut souffrir d'une légitimité. On peut aller même vers des pétitions, la loi le permet. On fait avec, jusqu'à ce qu'il y ait d'amélioration. Nous devons éviter d'avoir les profils, et non seulement les profils, mais d'avoir les projets de société au dernier moment. Nous sommes déjà dans les derniers moments, et c'est en cela que je parle de consultation inédite dans le sens négatif. Nous risquons d'avoir un duo élu par défaut, et non pas par mérite. C'est-à-dire? Nous aurons un duo qui va se retrouver au cœur des accointances incestueuses, des coalitions contre nature. Et nous allons retomber
dans ce que nous avons refusé depuis bientôt. Oui, mais cher ami, 9 ans les et plus 10 ans. méritants seraient où en ce moment sur le territoire Médéric, ou dans la diaspora? Pourquoi eux là, ils ne réussissent pas au sein des partis politiques là maintenant à travailler pour qu'au moment opportun, ce soit eux, C'est et assurément notre eux, qui soient C'est pour ça que je désignés. dis qu'on est en retard. Eh oui, Mais ça- on ne connaît ni les profils, Oui. ni les projets de société. Les partis Même s'il y a politiques- certains comme M. Ferdinand Lawson, Kémy Seba, un certain Fidéon. Non, il ne faut pas minimiser. Non, moi, parce que si je- nous devrions œuvrer pour qu'on ait des systèmes Oui. qui nous dirigent et non des individus, ben, quelqu'un qu'on pense être le moins intelligent, il peut être bien entouré Non, mais bien et faire sûr. des merveilles. Bien sûr. Encore que ceux qui font des merveilles n'ont pas forcément le quotient d'encéphalisation, le QI Oui, mais- plus élevé. Oui, mais Donc, Médéric, tu es d'accord avec moi donc, que ce n'est pas de l'évolution mais Médéric- que d'avoir. Excusez-moi, ce n'est Médéric- pas. Tu es d'accord avec moi que ce Médéric- n'est pas de l'évolution Médéric- que d'avoir. Des moins méritants, Non, des non, moins performants. d'avoir. Voilà. Et ensuite d'avoir un Kémy Seba qui. C'est à la télévision Kémy que. Seba- Kémy Non, Seba est libre. attends, oui, c'est à la télévision que Il je est le libre. vois exposer en direction des démocrates la nécessité de le coopter. Non, ça c'est pas. C'est naïf. Non, ça, non. il fait de la politique. Oui, mais- Il fait de la moi je dis qu'il fait de la politique fiction. Non, C'est mais c'est vrai pas que bien. je ne veux pas rentrer. Il a ses qualités, mais C'est vrai bon, que c'est je ne pas- veux pas rentrer dans ces débats. Ouais. Il lutte pour le panafricanisme. Il a des succès là où il doit avoir des succès. Ben moi, je pense pas que ce soit évident pour nous au Bénin d'avoir des halogènes. Moi, c'est pas Nous une affaire de n'allons pas buzz. rester sur le terrain. Nous n'allons pas douloir les moments les plus durs. Si je veux parler comme Voltaire. Voilà. Et nous laisser un troisième larron. Si c'est- venir comme le maître Aliboran. Si c'est des candidats comme bref, ça, Kader, Mais est-ce que vous avez mais des profils? il est citoyen. Est-ce que vous apercevez des profils là, tout de suite là? Non, vous savez, moi, je suis d'aucun parti politique. Justement. Je suis. Est-ce que vous pouvez je partage, les trois grands? Je partage des idées d'une certaine tendance. Qui par exemple? Mais j'ai des amis Qui? dans tous les camps. Oui, qui vous voyez? On peut pas, on ne peut qu'avoir un portrait robot. Oui, On voilà. ne peut pas avoir un visage. Voilà. Si on pas- essaie d'avoir un visage, ce sera réductible. Mais le portrait robot, c'est qu'on ait quelqu'un qui puisse accepter être aussi impopulaire que l'actuel président pour Voilà. nous faire de merveilleuses choses. Et qui vous voyez là comme ça? Deux, c'est qu'on ait quelqu'un qui, tout en utilisant la politique du bâton, en arrive à utiliser celle de la carotte Oui. pour ne pas maintenir des pères de famille, des mères de famille, longtemps en exil et longtemps en prison. Et vous voyez qui C'est pour aussi ça? vrai qu'il faut qu'on ait un dirigeant qui n'appauvrisse pas trop nos entreprises au détriment des entreprises de droit étrangers, même si on parle C'est ça de le plus l'expertise. Eh, Médéric, François Gogo voit qui, c'est les voit enjeux. qui dans ce... Vous, par exemple? Merci à vous, Médéric. Bah oui. François Gogo, pour vos différentes analyses depuis et vous commentaires. n'avez- Pourquoi ça ne vous intéressait pas Merci de à dire vous, que, pourquoi c'est Julien pas Kitty, Médéric, pourquoi c'est Kitty, pour vos analyses également et commentaires. Parce qu'on a tous l'âge pour Il dire voulait qu'on pas veut- dire- Voilà, vous n'avez pas voulu sortir des noms. pourquoi vous sortir les noms. Merci à vous, tout un chacun. Merci à vous, chers amis et internautes également, pour votre attention fidèle à ce débat sur ESAE TV. C'était Info Hebdo de ce 6 avril 2025. Merci à tout un chacun. Ça fait exactement ce jour 9 ans que Patrice Talon a pris le pouvoir, si on peut se référer au 6 avril 2016. Merci à vous, chers invités. On se retrouve peut-être le week-end prochain pour un autre débat avec d'autres sujets d'intérêt. Peut-être là. Portez-vous bien, chers amis internautes. Belle suite de programme sur ESAE TV et prenez le rendez-vous de demain 8h pour l'invité.